La lutte professionnelle est comme un film, et à cause de cela, il y aura toujours des rebondissements dans les relations personnelles des différents catcheurs. Mais si cela peut parfois mener à ce que d'anciens ennemis jurés s'unissent après avoir trouvé un terrain d'entente, la plupart du temps, c'est plutôt l'histoire d'un ami qui en trahit un autre, le poignardant dans le dos précisément au moment où il en avait le plus besoin. Bien sûr, avec une industrie qui dure depuis tant de décennies, il existe de nombreux exemples de ce genre de trahison. Mais lesquelles sont les plus marquantes de toutes? C'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Alors rejoignez-moi pour une plongée en profondeur dans les plus grandes trahisons de l'histoire du catch. Et comme toujours, si nous devons commencer quelque part, autant le faire avec l'un des cas les plus emblématiques d'un partenaire tournant le dos à son coéquipier. Après tout, lorsqu'il s'agit du heel turn de Shawn Michaels contre Marty Jannetty, il suffit de prononcer les mots barbershop window devant un fan de catch pour qu'il sache immédiatement de quoi il est question. Bien sûr, cela est en partie dû au fait que cette trahison a fait plus de mal que d'autres, car avant ce moment fatidique, les Workers étaient l'une des équipes les plus populaires de la WWF à la fin des années 80 et au début des années 90. En effet, jeunes, beaux, adorant faire la fête et impressionner les foules avec leur style aérien, ils n'ont pas tardé à devenir des figures majeures de la division par équipe en tant que babyface adulé du public. Cela dit, bien que Marty ait pu être le meilleur catcheur à leur tout début, il est rapidement devenu évident que son partenaire le surpassait à tous les niveaux. Et apparemment, HBK l'avait compris lui aussi, car en 1992, sentant qu'il était freiné par son ami, il a décidé de prendre son destin en main. Cela s'est produit lors d'un segment d'interview avec Jannetty le 11 janvier 1992, dans le cadre du talk show à thème Barbier de Brutus Beefcake. Michaels a d'abord fait croire qu'il envisageait une grande année pour leur duo, mais immédiatement après, il a surpris tout le monde en assénant un switching music à son partenaire avant de le projeter la tête la première à travers une vitrine en verre. Bien sûr, après cet événement, les deux étaient censés s'affronter dans une grande rivalité menant à WrestleMania. Malheureusement, la réputation de fêtard incontrôlable de Marty Jannetty dans les coulisses lui a valu d'être renvoyé avant même que le match ait lieu. Toutefois, cela n'enlève rien à l'impact de cette trahison. Non seulement elle a mis fin à l'une des équipes les plus marquantes de l'époque, mais elle a aussi lancé Shawn Michaels sur la voie de la gloire en solo. Une ascension qui le mènera à devenir champion du monde à plusieurs reprises et à être considéré comme l'un des plus grands catcheurs de tous les temps. Un destin qu'il n'aurait peut-être jamais accompli sans avoir décidé de donner un rafraîchissement entre guillemets brutal à son partenaire ce jour-là. Mais ce n'était certainement pas la dernière fois qu'un voltigeur trahirait son coéquipier pour amorcer un heel turn vers le sommet. Non, en effet, plus de 2 décennies plus tard, un scénario très similaire s'est produit lorsque Seth Rollins, un catcheur souvent comparé à HBK pour son talent dans le ring, a fait l'impensable en brisant le Shield. Et comment a-t-il fait cela? En attaquant Roman Reigns et Dean Ambrose avec une chaise en acier avant de rejoindre Triple H et le reste de l'autorité. Cette trahison fut particulièrement douloureuse à avaler pour les fans, car jusqu'à ce moment-là, le Shield était considéré comme la meilleure faction que la WWE ait connue depuis les jours glorieux de Dégénération X. Oui, malgré le fait qu'il n'avait rejoint le roster principal que 18 mois auparavant, un booking parfait avait permis aux trois hommes de passer du statut de quasi-inconnu à celui de superstar du main event en un temps record. Bien sûr, s'ils étaient arrivés en tant que heel, au moment où on l'atteignait juin 2014, ils étaient devenus si aimés du public qu'ils étaient désormais l'un des actes babyface les plus populaires de la compagnie. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup pensaient que le trio avait encore beaucoup de potentiel, car il leur restait encore de nombreuses équipes heel à affronter. Et tout cela a rendu la trahison de Seth Rollins encore plus choquante quand la nuit suivant leur victoire contre Evolution dans un No Holds Barred match lors d'Extreme Rules le 1er juin 2014, il a secrètement discuté avec Triple H avant de décider de changer de camp. Et ce fut une décision payante pour lui, car moins d'un an plus tard, lors de WrestleMania, il était champion de la compagnie. Pourtant, pendant tout ce temps, il devait rester sur ses gardes, car Ambrose et Reigns ne lui avaient ni pardonné, ni oublié sa trahison. Cela dit, les trois finiront par se réconcilier et reformer le Shield un peu plus tard. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant d'une équipe très populaire qui a marqué les années suivantes. Car en 2016 et 2017, il n'y avait pas de duo plus aimé des fans que Chris Jericho et Kevin Owens. Bien sûr, il n'était pas censé être aimé du public, étant donné qu'il jouait le rôle de heel face à des catcheurs comme Roman Reigns. Mais leur bromance était tellement divertissante que même s'ils remportaient généralement leur match grâce à des moyens sournois, le public a fini par les adorer malgré tout. Oui, durant cette période, même si le reste de rôle laissait souvent à désirer, on pouvait toujours compter sur Kevin Owens et Chris Jericho pour offrir au moins un moment mémorable chaque lundi soir. Et lorsque Owens est devenu champion universel à l'été 2016, cela n'a fait que renforcer leur amitié et leur lien avec le public, puisque Jericho était prêt à tout pour garder le titre autour de la taille de son ami canadien. Mais tout a changé en février 2017, lorsque le tout premier champion incontesté a voulu en faire un peu trop en inscrivant Kevin Owens pour un match contre Goldberg à Fastlane. Un choix qu'il a fait sans vraiment consulter son coéquipier. Se rendant compte qu'il était allé trop loin, Jericho a alors essayé de se faire pardonner lors du Festival de l'Amitié, un segment légendaire diffusé le 13 février 2017 à Raw.
Ce soir-là, il a prouvé son affection pour KO en organisant un show digne de Las Vegas, avec des danseuses, des costumes scintillants et lui a même offert une peinture personnalisée des deux hommes, inspirée de la création d'Adam de Michel-Ange. Mais malgré tous ses efforts, cela n'a pas suffi à convaincre Owens de lui pardonner. Et après avoir offert un cadeau à Jericho, la liste de KO, Owens l'a trahi en le passant à tabac, mettant ainsi fin à leur amitié dans un rare cas d'un heel trahissant un autre heel. Quand les fans ont compris ce qui venait de se passer, ils étaient dévastés, car cela signifiait la fin des segments hilarants entre Owens et Jericho chaque semaine à la télévision. Heureusement, les deux ont pu régler leur compte à WrestleMania 33. Cependant, le placement de leur match sur la carte a fini par créer une polémique qui a eu des conséquences plus grandes encore dans les coulisses. Et ce n'était pas le seul événement de cette période qui allait bouleverser le monde du catch. Car alors que cette trahison se jouait à Raw, une autre rupture tout aussi marquante avait lieu quelques mois plus tard à NXT. L'implosion de DIY lorsque Tommaso Ciampa a trahi Johnny Gargano. Mais si la rivalité qui a découlé de cette trahison était un moment fort non seulement pour les deux hommes, mais aussi pour l'ensemble du Black and Gold brand, cela ne signifiait pas que leur parcours en équipe avait été un échec. Bien au contraire. Sous le nom de DIY, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa avaient contribué à redonner ses lettres de noblesse à la division par équipe de la WWE, en offrant une série de matchs 5 étoiles face à des équipes comme American Alpha et The Revival. Mais au final, après leur défaite contre les Authors of Pain lors de NXT TakeOver Chicago le 20 mai 2017, The Black Heart a décidé qu'il était temps pour lui de suivre son propre chemin. Alors que lui et son partenaire remontaient la rampe d'entrée, abattus par la défaite, Ciampa l'a attaqué par surprise, le projetant violemment contre l'écran LED situé en haut de la scène. Cela dit, même si ce moment était un choc pour les fans de NXT, ils allaient devoir attendre un moment avant d'en avoir la conclusion. Car ce soir-là, au cours de ce même match, Ciampa s'est gravement blessé. Il souffrait d'une rupture du ligament croisé antérieur et allait devoir s'absenter pour subir une opération. Heureusement, cette trahison avait été tellement marquante qu'elle est restée gravée dans les mémoires jusqu'à son retour en janvier 2018. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. Les deux ont livré l'une des rivalités les plus intenses de l'histoire de NXT. En fait, on peut même dire que cette feud reste la meilleure jamais produite par le territoire de développement. Mieux encore, certains diront que c'était la meilleure rivalité de toute l'année car à ce moment-là, peu de choses pouvaient rivaliser avec l'intensité et l'émotion qu'elle offrait. Mais aussi personnelle qu'ait pu être cette rivalité, elle ne pouvait pas rivaliser avec une autre, encore plus intime. Car en 1994, un conflit fraternel allait atteindre son paroxysme lorsque Owen Hart a littéralement explosé la jambe de son propre frère, Bret Hart. Certes, le milieu des années 90 n'a pas été la période la plus florissante pour la WWF, mais elle a tout de même eu le mérite d'offrir l'une des plus grandes rivalités de l'histoire de la compagnie. Et si cette feud a autant marqué les esprits, c'est en grande partie parce que le heel turn initial a été construit à la perfection, avec une montée en tension progressive sur plusieurs semaines et mois, au cours duquel le jeune frère Owen Hart est devenu de plus en plus jaloux du succès de Bret. Déjà frustré par le fait d'être constamment éclipsé, la situation atteint son point de rupture lorsque les deux frères ont eu l'opportunité de remporter les titres par équipe face aux Quebecers lors du Royal Rumble en janvier 1994. En tant que vétéran du duo, Bret a naturellement pris les commandes du match. Malheureusement, au cours du combat, il a subi une blessure kayfabe, mais fidèle à son surnom de The Excellence of Execution, il a refusé de céder et a insisté pour terminer le match lui-même, refusant à plusieurs reprises de passer le relais à Owen. Cependant, même Bret Hart ne pouvait pas surmonter les difficultés imposées par sa blessure, et après un peu plus de 16 minutes de combat, l'arbitre a été contraint de stopper le match et d'accorder la victoire au champion au titre. Cette défaite n'a fait qu'attiser la colère d'Owen, qui était persuadé qu'il aurait pu remporter la victoire pour l'équipe si son frère lui avait laissé sa chance. Frustré et plein de ressentiment, il a alors franchi un point de non-retour en attaquant Bret après le match, lui assénant un violent coup de pied sur sa jambe blessée et mettant ainsi fin à leur alliance. Ce moment a marqué le début de l'une des plus grandes rivalités de l'histoire de la WWE, donnant lieu à deux affrontements légendaires cette même année. Leur duel en 1 contre 1 à WrestleMania 10 et leur match en cage à SummerSlam quelques mois plus tard. Ainsi, même si cette trahison a brisé le cœur des fans, elle leur a au moins offert des combats inoubliables en contrepartie. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant d'une autre trahison survenue 2 décennies plus tard. En effet, lorsque Nikki Bella a trahi sa sœur Brie en 2014, l'impact à long terme n'a tout simplement pas été le même. Mais au fond, sa trahison n'avait jamais vraiment de grandes chances de marquer les esprits. Car aussi populaires qu'elles aient pu être auprès d'une certaine partie du public, les Bella Twins n'étaient pas reconnus pour leur capacité à livrer des matchs mémorables. Ainsi, même si le heel turn avait été parfaitement exécuté, il n'aurait jamais pu bénéficier du dénouement qu'il méritait. Après tout, la WWE reste avant tout un show de catch. Les rivalités se règlent généralement sur le ring.
Or, ni Nikki ni Brie n'étaient vraiment à la hauteur pour offrir un affrontement qui aurait fait honneur à leur séparation. Peut-être était-ce mieux ainsi, un grand heel turn n'a pas été gâché sur une rivalité qui n'aurait pas pu tenir ses promesses. Car malgré le fait que les Bella Twins aient été inséparables pendant la majeure partie de leur carrière, leur séparation n'a finalement pas suscité un immense intérêt. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'exécution de cette trahison n'avait aucun sens. Au lieu de la préparer sur plusieurs semaines pour créer de la tension et de l'anticipation, tout est arrivé soudainement, sans véritable construction. Lors de SummerSlam en août 2014, Brie Bella affrontait Stephanie McMahon dans un match en solo très attendu. Pourtant, contre toute attente, Brie a été trahie par sa propre sœur, qui lui a coûté la victoire en offrant l'avantage à la Billion Dollar Princess. Un tel retournement aurait pu être rattrapé si la suite de l'histoire avait été à la hauteur. Malheureusement, c'est là que tout s'est encore plus effondré. Quelques semaines plus tard, dans un segment devenu tristement célèbre, animé par Jerry Springer sur l'épisode d'Euro du 8 septembre, Nikki a justifié son acte en déclarant qu'elle avait toujours détesté Brie et qu'elle aurait préféré qu'elle ne naisse jamais. Un rebondissement aussi ridicule qu'inefficace. Et pour ne rien arranger, la conclusion de cette histoire a été tout aussi médiocre. Car après avoir été contrainte de servir sa sœur en tant qu'assistante personnelle pendant 30 jours, Brie a fini par se ranger du côté de Nikki, alors championne des divas, sans qu'aucune explication crédible ne soit donnée. Tout cela prouve que peut-être, mis à part les Hart, la WWE ferait mieux d'éviter les rivalités entre frères et sœurs. D'ailleurs, ce n'est pas comme si cela avait mieux fonctionné en 2009, lorsque Matt Hardy avait trahi son propre frère Jeff au Royal Rumble. Et pour rendre cette trahison encore plus décevante, ce n'était même pas la première fois que la WWE tentait de séparer les Hardy Boys. Dès la fin de l'année 2001, la compagnie avait déjà semé des graines de dissension entre les deux frères. À l'époque, Vince McMahon s'était vite rendu compte que personne ne voulait les voir s'affronter et avait donc abandonné l'idée. Mais visiblement, cette séparation avortée était restée dans un coin de son esprit. Car 8 ans plus tard, en 2009, il tenta à nouveau de briser l'équipe, cette fois de manière plus brutale. Mais pourquoi? Eh bien, officiellement, après avoir perdu un match de championnat de l'ECW contre Jack Swagger, Matt sentait qu'il devait se réinventer. Et pour cela, il jugea nécessaire de se débarrasser de ce qu'il considérait comme un poids mort, son propre frère. Bien sûr, Jeff ne tarda pas à vouloir sa vengeance, et les semaines suivantes menèrent à une série d'affrontements entre les deux frères. Mais ce n'est pas tout. Matt enfonça encore plus le clou en prétendant être derrière plusieurs incidents qui avaient touché Jeff au cours de l'année précédente. Notamment un accident de voiture, un dysfonctionnement pyrotechnique lors d'un show de la WWE et même la mort de son chien bien-aimé. Autant dire qu'à ce stade, Matt était devenu un véritable heel détestable. Et c'est donc tout naturellement qu'il finit par chuter dans un moment tout aussi dramatique. Lors d'un I Quit match à Backlash en avril, il fut non seulement vaincu par son cadet, mais se brisa également la main pour de bon. Avec cette blessure, la rivalité entre les Hardy Boys prit fin. Et une fois de plus, la WWE se rendit compte que personne ne voulait vraiment voir ses deux frères ennemis s'affronter. Vince McMahon les sépara à nouveau, les plaçant sur des rosters différents jusqu'au départ de Matt l'année suivante. Quand ils revinrent ensemble à la WWE des années plus tard, tout fut oublié. Leur passé de rivaux ne fut jamais mentionné, comme si toute cette histoire n'avait jamais existé. Mais toutes les trahisons n'ont pas été aussi mal reçues. Parfois, à plus d'une occasion, une trahison peut bouleverser l'histoire du catch d'une manière spectaculaire et positive. Et peu d'exemples illustrent mieux cela que le jour où Paul Bearer décida de trahir l'Undertaker en 1996. Évidemment, ce qui rendit cette trahison si choquante, c'est que personne ne l'avait vu venir. Après tout, Paul Bearer et l'Undertaker étaient liés depuis le début des années 90, et l'idée de les voir l'un sans l'autre semblait tout simplement inimaginable. Mais visiblement, Bearer ne partageait pas cet avis, car lors de SummerSlam 1996, en plein Boiler Room Brawl entre l'Undertaker et Mankind, il assomma son propre protégé à coups de viande avant de s'allier avec le rival de ce dernier. Cette trahison ne marqua pas cependant la fin de leur histoire. Au contraire, l'Undertaker passa l'année suivante à se venger de son ancien manager, leur rivalité s'étalant sur plusieurs mois. Et lorsqu'en 1997, il remporta son deuxième titre de champion de la compagnie, Bearer tenta alors de se racheter, et réalisant qu'il pouvait encore tirer profit de son ancien allié. Mais si Paul Bearer n'avait jamais trahi l'Undertaker en premier lieu, il n'aurait jamais eu besoin de chercher à se racheter. Et même s'ils finirent par se réconcilier, le Deadman n'oublia jamais réellement ce qui s'était passé. La preuve, en 2004, il mit un terme définitif à leur relation dans un segment devenu culte, enterrant Paul Bearer sous du ciment en direct à la télévision. Bien sûr, cette conclusion spectaculaire convenait parfaitement à l'univers presque mystique des personnages impliqués. Mais si tu cherches une trahison bien plus ancrée dans la réalité, alors il suffit de se tourner vers cette même année 2004. Car pendant que Paul Bearer était exécuté sur SmackDown, Evolution offrait à Randy Orton l'un des pouces vers le bas les plus célèbres de l'histoire du catch sur Raw.
En effet, bien que le groupe à 4 membres ait semblé être une force imparable pendant une grande partie de l'année précédente, on avait toujours l'impression qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant qu'ils ne se séparent. Après tout, avec Orton et Batista clairement positionnés comme les deux superstars montants du groupe, il y avait inévitablement un moment où ils allaient menacer de se hisser au-dessus de leur mentor, Triple H. Et vu à quel point The Game convoitait la lumière des projecteurs pour lui-même, il n'allait pas céder à cela facilement. Ainsi, lorsque le Legend Killer arriva au sommet, d'abord en battant Chris Benoit pour le titre mondial poids lourd lors de SummerSlam d'août, le reste de ses alliés n'apprécia pas trop ce fait. Se rendant compte qu'Orton était désormais en train de les dépasser, ils se réunirent en privé pour prendre une décision concernant son avenir, et cette décision fut rendue publique le soir suivant lors de Raw. Alors qu'Orton était porté sur les épaules de l'animal lors d'une célébration de victoire pour le championnat, Triple H, tel un empereur romain d'autrefois, fit un geste de pouce vers le bas, signifiant ainsi que le temps de son ancien protégé au sein de l'Évolution était révolu. Et suite à ça, le reste du clan passèrent à tabac leur ancien ami, et pour la première fois depuis longtemps, la vipère se retrouvera seule, sans personne pour la soutenir ni pour l'aider lorsqu'elle en avait le plus besoin. Il n'est donc pas surprenant qu'il perdit bientôt le titre mondial poids lourd face à son ancien mentor. Cela dit, même cela ne fut pas la plus grande trahison dans laquelle Triple H fut impliqué au cours de sa carrière. Car des années auparavant, en décembre 99, il se trouvait au centre du ring lorsque Stephanie McMahon succomba au côté obscur en trahissant son père, Vince. Mais alors, qu'est-ce qui se passait ici? Eh bien, en hiver de cette année-là, une storyline avait eu lieu où Triple H avait enivré Stephanie à Las Vegas et l'avait épousée dans un mariage précipité. Il va sans dire qu'au départ, la princesse milliardaire fut dévastée par cela, car elle avait espéré épouser son petit ami de l'époque, Test. Ainsi, pour obtenir un divorce pour sa chère fille, Vince McMahon défia le game dans un combat lors du pay-per-view Armageddon de décembre, avec pour stipulation que si Vince remportait le match, le mariage serait annulé. Ce qu'il ne savait pas à ce moment-là, cependant, c'était que tout cela faisait partie du plan de Stephanie. Alors que le patron semblait sur le point de gagner, sa fille l'empêcha d'utiliser un sledgehammer comme arme et laissa plutôt son mari l'utiliser pendant que son dos était tourné. Et une fois que le King of Kings eut assuré la victoire, il embrassa sa femme au centre du ring et tous deux révélèrent qu'ils avaient travaillé ensemble depuis le début. Mais pourquoi cette supercherie? Eh bien, étant donné que Stephanie avait été maltraitée par son père plus tôt dans l'année lorsqu'il l'avait sacrifiée à l'Undertaker lors d'un mariage sombre, elle décida de patienter pour obtenir la revanche ultime. Cette revanche allait percer le cœur de son père de manière si profonde avec sa trahison que le lendemain sur Raw, Vince se prendrait un congé temporaire de la compagnie, laissant Triple H et Stephanie diriger le show à sa place, marquant les débuts de l'ère McMahon-Helmsley. Bien sûr, dans les années récentes, la vie a imité l'art, car lorsque Vince quitta la WWE, ce fut l'ère McMahon-Helmsley qui prit la relève. Avec cette fois-ci Triple H en tant que directeur créatif de toute la société, tandis que Stephanie toujours proche et toujours associée de près ou de loin à la compagnie pour la gestion des affaires. Ainsi, avec Triple H et Stephanie McMahon aux commandes et la direction créative s'améliorant de jour en jour, il ne serait pas surprenant de voir d'autres poignards dans le dos et trahisons à venir dans le futur. Après tout, comme nous l'avons vu aujourd'hui, c'est une storyline qui fonctionne toujours lorsqu'elle est bien réalisée. Et étant donné l'expertise de Triple H en matière de trahison à l'écran, personne n'aurait pu s'attendre à ce que John Cena effectue un heel turn lors de l'Elimination Chamber après plus de 23 ans de carrière. En effet, le heel turn de John Cena en 2025 restera l'un des moments les plus marquants de la WWE ces dernières années. Car malgré des années où Cena était la figure emblématique de la compagnie, toujours perçue comme l'ultime babyface, ce changement radical de personnage semblait inévitable. Même si l'on aurait pu imaginer à un moment donné un heel turn durant sa tournée d'adieu, vraiment personne ne s'attendait à ce que cela se concrétise. Tout a commencé avec l'annonce de sa retraite imminente. Bien que ce ne soit pas la première fois que Cena fait allusion à son départ, cette fois-ci la menace semblait réelle. Pendant des années, il avait été le visage de la WWE, le champion qui portait la compagnie sur ses épaules. Mais à mesure que la concurrence s'intensifiait et que de nouvelles stars montaient en puissance, Cena a ressenti le besoin de se réinventer. Plus qu'un simple changement de personnage, il cherchait à s'adapter à la réalité de la WWE moderne, plus rude, plus sombre et plus complexe. Ainsi, ayant toujours été l'emblème de la WWE sous l'ère de Vince McMahon, Cena n'avait aucune raison de basculer du côté des heels, car il savait qu'il serait toujours l'élu et qu'il obtiendrait quoi qu'il arrive une place dans les main events. Mais désormais avec Triple H à la tête de la compagnie, Cena ne jouissait plus de cette même assurance. N'étant plus prioritaire, il ressentait le besoin d'une dernière reconnaissance, devenir champion du monde pour la 17e fois afin de battre le record de Ric Flair et régner sur l'industrie pour l'éternité. Avec cette ambition en tête et après sa défaite au Royal Rumble, Cena a réalisé qu'il devait jouer son dernier coup. C'est ainsi qu'après sa victoire dans l'Elimination Chamber, il a trahi le champion indiscuté Cody Rhodes pour s'allier au Rock, marquant l'un des plus grands heel turns de l'histoire de la WWE et l'une des trahisons les plus choquantes pour ses fans de tout âge à travers le monde. Finalement, bien qu'une trahison puisse parfois mettre en valeur plusieurs personnes ou au contraire en détruire une seule, ces grandes trahisons restent gravées dans les mémoires et continuent d'avoir un impact immense chez les fans.
bien longtemps après leur apparition. Comme nous l'avons rappelé au cours de la vidéo, des moments comme celui-ci où des figures emblématiques se transforment rappellent que dans la WWE, rien n'est jamais figé. Les relations, les alliances et même les personnages peuvent basculer souvent dans les directions les plus inattendues. Le monde du catch est en constante évolution, un monde où chaque décision, chaque acte de trahison peut redéfinir le cours de l'entreprise, des superstars et des fans. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, c'est très important. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, c'était Vince encore une fois, merci à tous.